et la problématique qu'il y a autour du smartphone. Je pense que vous avez tous l'habitude de recevoir du courrier. Enfin, ça arrive encore, de moins en moins, mais ça arrive encore. Vous avez peut-être l'habitude d'appeler des gens au téléphone. On pourrait imaginer que quand on reçoit une lettre dans sa boîte aux lettres, avant qu'elle soit distribuée, on est la poste, enfin les services postaux, qui ouvrent le courrier pour regarder le contenu et éventuellement mettre un petit prospectus contextuel, une petite publicité, ce genre de choses, remettre ça dans l'enveloppe et distribuer dans votre boîte aux lettres. On pourrait imaginer la même chose avec le téléphone. On pourrait imaginer que quand on appelle quelqu'un au téléphone, pour une raison X ou Y, la conversation soit systématiquement écoutée et que à la fin de la conversation, peut-être pour avoir une remise sur son prix d'abonnement téléphonique, on aurait un petit spot publicitaire qui pourrait nous encourager à aller faire ses courses plutôt chez Aldi ou chez Carrefour parce qu'il y a une promo sur le pack de lait ou ce genre de choses. Ça sera un super business model pour la Poste et pour les opérateurs téléphoniques. Mais en l'occurrence, ça, c'est le genre de pratique qui est interdite parce qu'on a des lois dans les pays occidentaux en particulier qui interdisent ce genre de choses. Et ça, c'est au nom du respect de la vie privée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces pratiques-là qui sont interdites par les lois, eh bien, ça arrive de manière permanente et de manière industrielle dans les smartphones. Dans les smartphones que vous avez tous, que vous êtes en train de consulter là, et que vous avez dans la poche. Sauf ceux qui utilisent peut-être iOS, donc peut-être pas tous. Voilà, donc c'est juste l'anecdote pour essayer de poser un peu les choses et En fait, ce que je veux essayer de faire passer comme idée, c'est que ces questions-là, il y en a qui considèrent qu'elles sont futiles, mais elles sont pas plus futiles que ces histoires d'intrusion dans la vie privée qu'on pourrait avoir si jamais notre courrier est ouvert, etc. Donc, ce sont vraiment des questions fondamentales pour nos sociétés. Donc, pour illustrer un petit peu plus avec des chiffres ce dont je viens de parler, aujourd'hui, c'est une étude qui l'a montré en 2018, donc ça remonte déjà quelques années, qu'on utilise un smartphone Android qui représente à peu près 80% du marché ou un iPhone qui représente 20% du marché en moyenne. On envoie entre 6 et 12 mégaoctets de nos données personnelles tous les jours chez Google et chez les acteurs qui sont proches de l'écosystème Google, Apple, etc. Chez les géants du net, on va dire. Donc 6 à 12 mégaoctets de données personnelles par jour, c'est colossal. Et quand on dit données personnelles, c'est vraiment des données très personnelles. Ça va jusqu'à sa géolocalisation, ses habitudes de consommation, son historique de navigation, les sites que vous visitez, donc ses recherches sur Internet, toutes sortes d'informations qui sont extrêmement privées. Ça peut aller jusqu'au contenu de vos emails. Si par exemple vous utilisez Gmail, c'est pas du tout un secret, c'est dans leurs conditions générales d'utilisation que tous vos emails sont processés, les contenus sont analysés, sont connus de Google et que potentiellement ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ok, ils en font une manière de vendre de la publicité un petit peu plus chère. Néanmoins, il faut le savoir que on est vraiment dans ce genre de situation où toute notre vie numérique et donc notre vie personnelle aujourd'hui, puisqu'elle est souvent cristallisée par le numérique, elle va être connue de tous ces géants du net. Donc ça, c'est un truc, moi, qui m'a... en 2017, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au smartphone un peu plus qu'au PC, parce que je viens plutôt du monde du PC, j'ai trouvé ça passionnant parce que le smartphone, c'est un PC avec plein de fonctionnalités, c'est hyper concentré, donc c'est comme un super ordinateur qu'on met dans la poche. Et en même temps, j'ai vu tout ce qui se passait au niveau des données personnelles et ça m'a effaré. Je me suis dit, comment c'est possible qu'on puisse déjà en être arrivé là en si peu de temps. À l'époque, j'utilisais moi-même un iPhone. J'utilisais de plus en plus les services Google. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. Quand j'ai réalisé ce qui se passait au niveau des données personnelles, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Donc très vite, je me suis dit non, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre qu'un iPhone ou qu'un téléphone Android?
J'ai cherché un peu ce qui existait à l'époque, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Donc il y avait Firefox OS qui commençait et qui malheureusement s'est assez vite arrêté. Il y avait Ubuntu Touch mais qui répondait pas vraiment moi à mon usage assez classique et que j'ai du numérique d'un smartphone. Hein. C'est un usage traditionnel. Je me suis bien amusé à jailbreaker mon iPhone au tout début pour pouvoir me connecter en SSH dessus, etc. Mais voilà, hormis ça, j'utilise comme vous la messagerie, je passe des appels téléphoniques, j'utilise des applications, la SNCF, le machin. Donc voilà, je voulais vraiment un truc qui soit aussi facile à utiliser qu'un iPhone et qui en même temps m'apporte des garanties sur la non-collecte de mes données personnelles. Donc comme j'ai rien trouvé, je me suis dit, tiens, est-ce que éventuellement on pourrait recréer quelque chose qui s'approcherait de ça? J'ai cherché un petit peu ce qu'il existait sur Internet, en particulier en logiciel libre, et je me suis aperçu qu'on va dire 90-95% des briques qui sont nécessaires pour reconstituer cet écosystème d'un smartphone numérique plus vertueux, eh ben, elles étaient déjà existantes. Par contre, elles n'étaient pas faites pour travailler ensemble. Là, c'est vraiment... C'est des briques qui font bien leur boulot de manière un peu isolée, mais si on veut toutes les faire travailler ensemble, c'est pas toujours facile. Donc il y avait un travail colossal à faire pour essayer de mettre tout ça ensemble et de recréer quelque chose qui soit utilisable pour le plus grand nombre, avec du logiciel libre et qui en même temps apporte toutes ces garanties de protection des données personnelles. Donc, fin 2017, j'étais à peu près convaincu que on pouvait faire quelque chose, en tout cas tenter quelque chose pour créer un nouveau produit sur une nouvelle voie, plus respectueuse, plus éthique. J'ai posté quelques articles pour expliquer que j'allais quitter Apple et Google, avec une vision relativement claire déjà de ce que je voulais faire en termes de produits. Et j'ai posté ça sur un Kickstarter. On a travaillé un petit peu, on a fait une vidéo avec un copain qui connaissait bien déjà les campagnes de crowdfunding. Et puis, on a lancé ILO à l'époque sur Kickstarter en se disant, allez, on va essayer de trouver 25 000 euros, je crois. Et puis, on va voir un petit peu si ça répond, si ça suscite de l'intérêt. Et en fait, ça a super bien marché puisqu'on a fait 4 fois le montant escompté. On a fait presque 100 000 euros ou même plus parce qu'on a prolongé la campagne après derrière sur Indiegogo. Et puis surtout, ce qui était hallucinant pour moi, c'est que j'ai reçu des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est peut-être plusieurs centaines même de messages du monde entier qui me disaient merci d'avoir démarré ce projet. Moi aussi, j'en peux plus des géants du net, je veux quelque chose qui soit plus respectueux. On espère que ça va réussir. Et ça, de plein de pays dans le monde, même depuis l'Inde, etc., alors que j'avais pas spécialement de connexion en Inde. Donc je me suis dit, oh, là, clairement, je pense que y a un potentiel. Et donc, en quelques mois, parce que j'ai commencé la réflexion à peu près vers l'été 2017, où j'ai commencé à vraiment avoir envie de faire un truc comme ça. Et entre la fin du Kickstarter, donc début 2018, je crois fin janvier, j'étais passé d'une espèce d'idée, de fantasme, de ouais allez, on va faire un truc nouveau, à non seulement ça semble susciter de l'intérêt, mais il y a peut-être même un marché, peut-être des gens qui sont prêts à terme à acheter des téléphones comme ça, etc. Donc ça a été vraiment un truc assez excitant à ce moment-là parce que je me suis dit mais excitant à la fois et d'un autre côté je me suis dit mais comment je vais faire. À l'époque j'avais une autre activité professionnelle qui prenait tout mon temps et donc très rapidement en 2018 j'ai dû faire cette bascule entre cette première activité, cette activité du moment et ce nouveau projet. Alors donc l'OS qu'on appelle maintenant iOS, alors, certains l'appellent /OS, d'autres EOS, bon, comme vous voulez. Il est complètement dégooglisé. Donc l'idée c'est qu'on prend la base AOSP, donc Android, ce que moi j'appelle Google Android, ce qu'il y a sur les téléphones Android du marché. C'est une couche qui est libre dans ses bases AOSP, Android Open Source Project, par-dessus laquelle Google rajoute une énorme couche propriétaire, alors des applications propriétaires, Google Maps, Gmail, etc., Google Play Store, et puis aussi des services et qui sont appelés les Google Play Services, qui sont des services totalement propriétaires, dont les sources ne sont pas libres, et qui font beaucoup de choses.
L'idée, c'est que on prend le cœur open source donc de Android et on garde que ça. On met pas du tout les Play Services par-dessus. Déjà, on n'a pas le droit de les distribuer. Et puis, ça nous arrange bien parce que c'est là où il y a le plus de données personnelles qui sont collectées et envoyées chez Google. Néanmoins, dans les couches basses, on a remarqué qu'il y avait déjà des choses qui envoyaient par construction des données chez Google. Pour vous donner 2 ou 3 petits exemples, le connectivity check, c'est quoi? C'est juste quand on démarre son téléphone, il y a un test, un ping qui est fait sur des serveurs pour voir s'il y a un accès à Internet. Ben, ce ping-là, il pourrait être fait sur n'importe quel serveur ou sur des serveurs aléatoires. Ben non, il est fait sur des serveurs de chez Google. Donc on peut se dire, ok, c'est une commodité, ils font ça pour maîtriser le truc. Néanmoins, ça veut dire que à chaque fois qu'on démarre un smartphone Android, Google sait que à tel endroit dans le monde, à telle heure, il y a un smartphone Android qui est en train de démarrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le nombre de centaines de millions d'utilisateurs. Deuxième chose, les serveurs NTP. Alors, c'est des petits trucs qui peuvent sembler anecdotiques, mais ça reflète bien quand même l'état d'esprit du produit, quoi. Les NTP, c'est Network Time Protocol. C'est un protocole qui est fait pour régler finement l'heure sur un ordinateur ou sur un smartphone, qui utilise un algorithme qui utilise le réseau pour ça. Les serveurs NTP, ça fait je sais pas combien de dizaines d'années que ça existe, un truc qui marche bien. Il y a ça sur tous les PC. Et à l'époque, ils se sont dit, quand ils ont créé ça, on va faire un pool de serveurs NTP dans le monde. Chacun opérera ses serveurs, ils vont être tous interconnectés. Et puis, on pourra utiliser ceux qu'on veut. Et puis, quand on ne sait pas, on utilise pool.ntp.org. Et puis derrière, de toute façon, il y a une histoire de propagation DNS qui fait qu'on utilisera le serveur le plus proche au niveau topologique du réseau. Enfin, c'est un truc qui marche bien, qui est très scalable, etc. Ben non. Google, ils ont fait leur propre grappe de serveurs NTP pour être bien certain de savoir qu'il y a des smartphones Android qui sont en train de régler leur heure sur leur propre serveur. Idem pour les DNS par défaut. Alors, ok, ils sont performants, les DNS Google, etc. Mais voilà, on a déjà toute cette stack de services de base qui permet à Google, s'il le souhaite, de savoir qu'il y a un utilisateur qui est en train d'utiliser un Android. Les Google Play Services, donc c'est un ensemble d'API qui sont donc dans un espèce de bloc propriétaire et qui donnent accès à un certain nombre de services. Donc, par exemple, il y a une géolocalisation. Si on veut utiliser la géolocalisation en utilisant autre chose que le GPS, donc la triangularisation par les bornes GSM ou repérer les bornes Wi-Fi, etc. Tout ça, ça passe par les services Google. On a également les notifications push. L'idée, c'est que quand vous avez une news, je sais pas, lemonde.fr qui vous envoie une news, et ben ça va venir s'afficher sur votre téléphone. Tout ça, ça passe par les services Google et c'est dans une brique propriétaire qui est dans Android. Donc tout ça, on est obligé de le remplacer par chance. Et je pense que ça a été le truc à un moment qui m'a dit qu'on pouvait y aller, c'était possible, ou si ça n'avait pas existé, c'était pas possible. Il y a un Allemand qui s'appelle Marvin Wiesfeld, qui a créé MicroG il y a quelques années, qui est une réimplémentation libre des Google Play Services. Donc, il a fait du reverse engineering sur les API des Google Play Services et il les a réimplémentés en open source. Donc, ça permet de les utiliser quand même sans avoir ce bloc propriétaire Google Play Services installé. Alors, pour être totalement honnête et transparent, ça veut dire quand même que pour un certain nombre de services, un smartphone avec iOS, il va devoir se connecter quand même à des serveurs Google, notamment pour les push notifications. Là, on ne peut pas faire autrement. Parce que toutes les applications, typiquement Le Monde, mais la SNCF, n'importe quoi, ils pourraient utiliser d'autres services de notification, mais par mesure de simplicité, ils utilisent ce qu'il y a dans le SDK par défaut de développement Android. Et donc, ça passe par les serveurs Google. L'avantage quand même de faire ça, de cette approche-là, c'est que on a un mode très anonymisé. Clairement, ça fait un écran de fumée entre l'utilisateur et les serveurs Google. Donc, les serveurs Google, ils savent qu'il y a un device qui est en train de demander, voir s'il y a des notifications qui le concernent, une adresse IP éventuellement, mais ça va pas beaucoup plus loin. Il peut pas faire le rapprochement avec un compte Google existant.
Et puis ensuite, on a toutes les applications par défaut, on a le moteur de recherche. Tout ça, on le remplace par des logiciels équivalents qui sont tous libres pour reconstituer un OS avec tous les services de base en fait qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc par exemple pour le mail, on utilise K9 Mail. K9 Mail, c'est un client mail qui est fait pour Android, qui vient d'ailleurs d'intégrer Thunderbird, si j'ai bien compris, et qui est plutôt performant. Alors nous, on modifie souvent un petit peu les applications, surtout pour une question d'expérience utilisateur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des applications qui sont très bonnes quand on les utilise comme ça, mais si on veut les intégrer dans un ensemble un petit peu plus complet, qu'on veut faire un produit, une expérience utilisateur qui soit un peu homogène et plus séduisante, on est obligé de faire des petites modifs, souvent d'UI, pour que les applications aient une UI, par exemple, qui se ressemble d'une application à l'autre. Donc pour le calendrier, c'est pareil, on utilise un logiciel qui s'appelle Etar. Pour le SMS, on utilise un logiciel qui s'appelle QKSMS. Malheureusement, il y a encore une application qui n'est pas open source, qui n'est pas libre dans iOS. C'est l'application de Maps qui s'appelle Magic Earth. Magic Earth, c'est une application qui marche plutôt bien. Moi, j'utilise tous les jours depuis quelques années maintenant. Ça permet de calculer son itinéraire, etc. Malheureusement, l'éditeur, pour l'instant, n'a pas encore sauté le pas de l'open source. On pensait qu'il allait le faire, mais on a un petit peu moins de certitude maintenant. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut faire maintenant pour la Carto. On explore plusieurs pistes pour pouvoir vraiment avoir la totalité de toutes ces applications qui soient vraiment du logiciel libre. Alors, pourquoi du logiciel libre? Alors, il y a deux raisons. Il y en a une qui est un petit peu, on va dire, philosophique. Moi, je pense que le logiciel libre, il est meilleur par nature parce que ça permet, c'est une histoire d'intelligence collective. Et je pense que plus on est de personnes à pouvoir contribuer, à pouvoir voir ce qu'il y a dans un code source de logiciel libre, au final, meilleur le logiciel sera. La deuxième raison, qui est un petit peu plus liée à la protection des données personnelles, c'est qu'on pense que, contrairement à Apple, qui fait beaucoup de marketing autour de la privacy, de la protection des données personnelles, on n'est pas dans une histoire de croyance. Évidemment, il faut qu'on nous fasse confiance pour un certain nombre de trucs, et notamment dans la partie cloud, il y a quand même un moment, il faut qu'on ait un minimum de confiance. Mais s'il n'y a pas du code source qui est disponible, que des experts puissent regarder, puissent rebuilder, pour dire oui, ce qu'ils disent, c'est vrai. Ils n'envoient pas de données personnelles par défaut, ou alors peut-être qu'ils en envoient, mais en tout cas c'est très limité. Enfin voilà. Ou non, c'est tout pourri. Ils envoient plein de trucs, etc. Ça reste que des claims. On prétend qu'on fait un truc qui est propre. Et ça, c'est la position d'Apple. Donc c'est une religion, on y croit. Nous, on n'est pas dans la religion, on est dans les faits, et on est dans les faits reproductibles, et on est dans ce qu'on appelle le terme le auditable privacy. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on a un certain nombre, on prétend un certain nombre de choses dans notre OS, et je vous mets au défi de prouver le contraire. Allez voir le code source et dites-nous si on a tort ou on a raison. D'ailleurs, c'était une approche qui était assez intéressante pour nous, puisque assez vite dans l'histoire du projet, on a eu des sites assez spécialisés au niveau sécurité qui sont venus mettre le doigt sur un certain nombre de petites choses dans le code source qui continuaient d'envoyer de la donnée chez Google et qu'on a pu corriger. Alors, un point important aussi, qui était vraiment fondamental, moi je viens du monde Linux et j'ai créé une distribution Linux il y a longtemps, et ça n'a jamais vraiment décollé sur le desktop. Linux a gagné sur le serveur, sur le desktop c'est quand même plus compliqué, et ça le reste. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les applications du marché que les gens souhaitaient utiliser, ou pouvaient avoir besoin d'utiliser, elles fonctionnaient pas nécessairement sur Linux. Pendant très longtemps, on a essayé d'expliquer aux gens que utiliser GIMP, c'était suffisant à la place de Photoshop. Malheureusement, c'est pas toujours vrai. Donc, les histoires de compatibilité avec l'écosystème des applications existantes, elle est fondamentale.
Et c'est pour ça que j'ai souhaité partir sur une base plutôt Android que sur une base purement Linux, parce que ça nous donnait accès au catalogue de toutes les applications Android que les gens connaissent, et ça, c'est important pour l'adoption. Donc, il y a une histoire de compatibilité des apps. Donc, pour ça, il y a un gros boulot qu'on fait sur SafetyNet. SafetyNet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui permet à Google d'essayer d'éviter la concurrence, hein, c'est-à-dire que si une application elle passe pas SafetyNet, elle va pas pouvoir s'exécuter. Et pour passer SafetyNet, en général, il vaut mieux être un vrai Google commercial avec la certification Google, etc. C'est un sujet très compliqué. Donc pareil, on est obligé de faire du reverse engineering, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir faire en sorte que les applis passent SafetyNet. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là. Tous les smartphones avec iOS, donc en version stable, ils passent SafetyNet. Pour les autres, c'est plus aléatoire. On va essayer d'avancer, mais ça fait c'est un travail colossal. Et puis, on a créé un App Store qui, à la fois, permet de se connecter au Google Play Store, donc avoir accès à toutes les applications du catalogue Google Play de manière anonyme ou, si vous le souhaitez, avec un vrai compte Google. Et puis également aux applications Android et aussi aux Progressive Web Apps. Et puis, on a ce Privacy Score qui est calculé depuis les trackers. Donc historiquement, c'était fait en analysant les APK avec les outils d'Exodus Privacy. Et maintenant, on vient directement se plugger sur l'API de Exodus Privacy pour connaître le nombre de trackers qu'il y a dans chaque application. Et puis, cette année, on a lancé Advanced Privacy. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée, c'est de se dire, non seulement on va dire aux utilisateurs que telle application elle a tant de trackers, donc potentiellement, si elle a beaucoup de trackers, on peut dire qu'en termes de protection personnelle, données personnelles, c'est peut-être pas terrible. On passe de cette information à la possibilité d'agir également. Donc, Advanced Privacy permet pour les trackers, les pisteurs en français, de connaître quelle application en temps réel va activer tel ou tel tracker. Donc ça, c'est colossal parce que quand on regarde ce qui se passe, je pense que si vous avez regardé un petit peu, c'est potentiellement plusieurs centaines de milliers d'appels à des trackers tous les mois qui sont faits par les applications tierces. Et puis, on permet également aux utilisateurs de couper l'accès à ces trackers. Donc ça, c'est nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ça n'impacte pas l'usage des applications. En tout cas, ça ne les impacte pas de manière négative, à part quelques exceptions près, mais qu'on peut régler dans le module Advanced Privacy. Et puis l'effet bénéfique, c'est que souvent ça supprime les publicités dans les applications. Si vous allez dans l'application Météo France, par exemple, vous apercevrez que quand vous activez Advanced Privacy, vous n'avez plus de pub dedans. Et puis des petits trucs sympas comme fake geolocation. Donc si j'ai envie à un moment que les applications que j'utilise pensent que je suis en Italie, à Bari, je peux dire tiens voilà, maintenant je suis à Bari. Et donc l'application elle pense que je suis à Bari. Et puis également fake IP adresse. Donc l'idée c'est d'être sous les radars pour ne pas être tracé par son adresse IP. Ça c'est un petit peu plus touchy parce que ça utilise le réseau Tor et il y a beaucoup de services qui détectent les adresses IP du réseau Tor et donc qui peuvent bloquer. Donc on va essayer de ne plus le mettre par défaut pour les prochaines versions. Je me dépêche parce que voilà. Alors, on a aussi un point très rapidement. On essaie de faire vraiment un effort sur le design. On a une équipe design qui travaille en permanence sur le projet. Parce que la vocation de iOS, c'est vraiment d'être accessible pour le plus grand nombre. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on pense qu'il faut que le produit soit vraiment attractif, y compris visuellement. Et donc, on fait cet effort vraiment au niveau de l'UI pour avoir un truc qui a un peu de la gueule, quoi. On a aussi des approches un peu particulières, par exemple. Vous voyez l'icône de mail, là, il y a une pastille avec un point d'exclamation sur fond vert. Ça, c'est une pastille de notification. Vous verrez sur un iOS ou sur un Android, en général, vous avez une grosse pastille, elle est rouge avec le nombre de notifications. Donc, vous avez un point rouge hyper anxiogène avec « j'ai 340 mails en attente ». Donc, nous, on casse ce truc-là en se disant « non, on n'a pas envie qu'un smartphone, ce soit anxiogène, quoi ». L'idée, c'est que ok, vous avez une notif, c'est vert avec un petit point d'exclamation, vous y allez quand vous voulez. Donc une approche différente, encore une fois. Bon, j'accélère vraiment beaucoup. Sustainable Development, l'idée c'est de se dire aussi que ce qu'on fait, ça permet aux smartphones de vivre plus longtemps. Donc par exemple, sur certains modèles aujourd'hui,
on peut continuer à les faire vivre, y compris sur des versions de base d'Android qui sont très élevées, des smartphones qui ont 10 ans, alors que l'éditeur, ça fait des années qu'il ne met plus de mise à jour sur ce modèle-là. Et puis des services en ligne, donc spot.murena.io, c'est un métamoteur de recherche qui est basé sur Cirx. On a vachement amélioré sur plein de points et vous verrez qu'il est devenu beaucoup plus rapide qu'avant. On peut tout régler, donc c'est customisable, vous pouvez choisir les moteurs de recherche que vous voulez utiliser. Et l'idée, c'est vraiment d'anonymiser les recherches en offrant quand même des résultats pertinents. Vraiment, je me dépêche. Et puis les services en ligne au niveau cloud. Donc ça, dès le début, je me suis dit que c'était important d'offrir un minimum de services en ligne parce qu'un smartphone et des applications en soi, c'est bien. Et s'il n'y a pas une adresse mail, un calendrier, un espace pour stocker ces données de manière sécurisée, l'offre était déjà vachement réduite. Donc on a créé ce cloud qu'on appelle murena.io maintenant, qui permet d'avoir son identité, son mail, calendrier, etc., 1 giga de stockage gratuit. Et puis, sont venus cette critique de oui, mais qu'est-ce que vous faites de nos données? Ça, c'est vraiment compliqué parce que on n'a pas de business model autour des données personnelles. Mais bon, qu'est-ce qui va prouver que la nuit, je me lève pas à 3 heures du mat pour aller voir les données ou les photos de je ne sais quel utilisateur? Ça, on peut pas vraiment le prouver physiquement. C'est juste des engagements et vous devez nous faire confiance pour ça. Donc, c'est pour ça que quand même, on a créé cette version auto-hébergée. Donc, tout ce qu'on produit sur le cloud, vous pouvez le retrouver. De toute façon, c'est en GPL3. Toutes les modifs qu'on a faites et vous pouvez l'installer sur votre propre serveur si vous le souhaitez. Et évidemment, c'est basé sur des technologies existantes, donc Nextcloud en l'occurrence. On a commencé à avoir pas mal de reconnaissance. L'année dernière, ça a été, on a eu ce super papier, une étude donc d'une université, enfin d'un chercheur, de 2 chercheurs universitaires en Irlande et en Écosse, qui ont comparé plusieurs smartphones Android du marché pour regarder ce qu'il y avait comme données personnelles qui allaient par défaut quand on les utilisait. Et on a été le seul, iOS a été le seul OS qui n'envoie par défaut aucune donnée. Donc ça, c'est le premier début de reconnaissance très importante. C'est quand même un papier académique. On supporte 250 modèles du marché. On a des partenariats avec Fairphone. Au niveau des valeurs, c'est très complémentaire. Enfin, ça va vraiment dans le sens aussi du développement durable. Donc avec Fairphone, ce qu'on fait, c'est que il nous file un coup de main pour au niveau technique pour porter l'OS sur les Fairphone. Et puis nous, on les revend avec l'OS préinstallé sur notre site murena.com. On a des partenariats avec plusieurs constructeurs, donc Gigaset en Allemagne, qui assemble ces smartphones en Allemagne. On fait aussi un peu de reconditionné. On n'a pas beaucoup de volume, malheureusement. En fait, c'est un peu dur de sourcer beaucoup de volume sur du reconditionné. Et puis, aux États-Unis, on a un partenariat avec TerraCube, qui est un peu comme un Fairphone, donc avec un smartphone sur lequel on peut changer la batterie, par exemple. Et je crois que j'arrive au bout, donc voilà. What's next? Les prochaines étapes, c'est le Murena One, donc qui est sorti cette année. Donc notre premier matériel, alors c'est un modèle sur étagère, c'est pas nous qui l'avons conçu, mais qui nous permet de mieux maîtriser la plateforme du matériel, de mettre un pied dans cet univers du matériel et aussi de pouvoir avoir un téléphone pas trop cher et plutôt sympa au niveau des specs et qui soit compatible à la fois en Europe et aux États-Unis, qui devient un marché avec une forte demande. Chiffrement de bout en bout, ça c'est un truc sur lequel on a vraiment commencé à travailler. C'est pour le cloud. Donc l'idée c'est de se dire, en théorie, il n'y a que l'utilisateur qui devrait pouvoir déchiffrer ces données. Et ça, on va essayer d'aller de plus en plus vers ce genre de choses, ce qui nous permettra, comme je disais tout à l'heure, de prouver que vos données, c'est vos données, on n'y touche pas, on les regarde pas, et en plus on peut pas les regarder. Donc on a pas mal de couvertures dans la presse, voilà, ça c'est anecdotique. Et voilà, pile poil à l'heure, je pense. Merci. Peut-être qu'on a le temps pour une ou 2 questions. Ça marche. Merci pour ce que vous faites. Est-ce qu'on peut faire un cool phone? J'explique. Est-ce qu'on peut installer iOS sans
mettre MicroG sans mettre l'application de Maps qui n'est pas comme on aimerait. C'est-à-dire en fait, comme avec Linux au démarrage, installer comme on veut, sans MicroG particulièrement. Alors, aujourd'hui, on peut pas le faire. Pour le faire, enfin, on peut le faire, mais il faut que vous recompiliez la ROM. Donc, c'est pas impossible. Hein. Toutes les sources sont disponibles. Il y en a qui le font. Il y a quelques utilisateurs qui s'amusent à faire des versions un peu customisées de iOS, justement, avec un choix d'applications différentes, ce genre de choses. Après, pour nous, la prochaine étape, ça va être de proposer aux utilisateurs de désinstaller les applications par défaut. Ça, c'est un truc. Alors, avant l'installation, ça pourrait être pas mal, avoir un choix aussi. On a des priorités, on n'a pas pu le faire encore, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite faire un jour. Merci déjà pour ce projet. J'ai deux petites questions. La première, il y avait une idée au début sur une proposition de choix de mode d'installation dès le départ, expert, intermédiaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'est annulé? La deuxième, c'est la question des applications bancaires. Il y a certaines applications bancaires, en fait, je pense la majorité, elles n'acceptent pas, en fait, elles ne reconnaissent pas le modèle Morena. Donc, est-ce qu'il y a des discussions pour certifier ces modèles-là auprès des banques pour faciliter l'utilisation? Ok, merci. Donc sur la première question, ça rejoint celle-ci. On avait envisagé de faire des profils d'installation, effectivement. Ça pourrait plutôt se transformer en choix d'application, un peu custom. Mais ça reste encore quelque chose sur lequel on n'a pas eu le temps vraiment de travailler par juste de manque de ressources. Sur les applications bancaires, ça a beaucoup progressé. En théorie, sur les versions stables, on a une version Community maintenant qui regroupe plus de 200 smartphones, et puis la version stable qui est celle qu'on retrouve sur les smartphones Murena. En théorie, sur la plupart des versions stables, vous n'aurez plus de problème avec les applications bancaires. À vérifier. Et s'il y en a, ça nous intéresse de savoir parce qu'il faut peut-être qu'on ajuste un petit truc. Mais... Canal test, ça dépend des modèles. Parce qu'il y a des tests stables et tests... ouais. J'ai vu marquer New Device. Est-ce que New Device, c'est des choses comme ça? Des choses comment? Des stylés numériques. Alors, la question, c'est sur les nouveaux matériels qu'on envisage. Est-ce qu'on a des projets peut-être de tablettes avec des stylés? Alors, les projets de tablettes, oui. On aimerait vraiment avoir une bonne tablette. On supporte quelques tablettes, mais pas beaucoup. Mais ça fait partie des trucs qu'on voudrait vraiment faire, qu'on est en train de regarder. Allez-y. J'ai une question. La plus-value de Murena par rapport à votre ROM du type linéage, OS, oui, la plus-value de Murena, enfin de iOS par rapport à Lineage, etc. En fait, on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. iOS, c'est forqué de Lineage. Le principal avantage nous qu'on a, c'est qu'il supporte déjà beaucoup de modèles, donc c'est parfait, nous aussi, pour pouvoir le proposer. Ce qu'on met dedans est différent, les applications par défaut sont différentes. On met MicroG, ils mettent pas MicroG, donc il y a énormément de différences. On s'adresse pas au même public. Lineage, c'est plus un énorme public de tech qui veulent customiser leur ROM, etc. Mais c'est pas privacy by design, etc. Combien d'employés chez I? On a un petit peu plus de 40 personnes qui travaillent aujourd'hui à plein temps sur le projet. Vous avez des solutions pour les montres connectées? Est-ce qu'on a des solutions pour les montres connectées? Oui, ça s'appelle la Pine Watch. J'ai oublié d'amener la mienne aujourd'hui. Et ça marche très bien. C'est totalement open source, ça n'envoie pas de données personnelles. Mais on ne la vend pas. Et il n'y a pas de iOS dedans. Merci, je laisse là.